Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu de Final Frontier Games, Bardwood Grove, qui est dans le même univers que les autres jeux de la même compagnie, donc Merchant's Cove et autres. Dans Bardwood Grove, c'est un jeu de deck building compétitif qui se joue jusqu'à 4 joueurs, il y a un mode solo. Les joueurs vont principalement, c'est une salade de points, fait que les joueurs vont se promener sur un plateau, ils vont bâtir tranquillement une chanson en plaçant des cartes dedans avec l'autre carte, parce que c'est un deck building que tu joues juste à 2 cartes. Il y a une des 2 cartes que tu places dans ta chanson, tu vas bâtir tranquillement une chanson, puis il y a une autre carte que tu vas placer pour manipuler ton plateau personnel. Ça va te donner des points de déplacement, des trucs comme ça. Tu vas déplacer ton barde et quand tu réussis à jouer dans la chanson, ben là, tu vas pouvoir avoir de l'influence sur tous les lieux auxquels tu touches. Fait que tu vas pouvoir aller gagner des points, chanter des chansons, raconter des légendes, charmer des monstres, défier les autres bardes, etc. Et tu vas tenter de maximiser le nombre de points que tu fais, d'être plus efficace que les autres, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je te montre plutôt comment on installe le jeu. Je t'explique le plus clairement possible comment on y joue et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Allons-y donc avec la proverbiale mise en place. Première chose qu'on va faire, ça va être d'aller gérer nos cases événements. On en a 2, une qui est en haut à gauche et une qui est en haut à droite. Dans chacune des cases événements, on va aller mettre des cristaux de points de victoire. On va en mettre 5 par joueur. J'installe une partie à 2, donc 10 dans la zone 1. Et 7 par joueur, j'installe une partie à 2, donc 14 dans la zone 2. On voit également qu'il y a des petits chiffres romains, 1 ici, 2 en haut à droite, fait qu'on va avoir à les placer des cartes événements. On a différentes façons de gérer les cartes événements qu'on va vouloir prendre. On peut y aller de façon progressive puis débloquer graduellement du contenu débloquable qui est dans le jeu. Si on fait ça, on va prendre 2 cartes d'une saison, la partie d'après, 2 cartes d'une autre saison, la partie d'après, ainsi de suite, toujours 2 cartes de la saison suivante. Puis après chaque partie, on va débloquer tous les éléments qui sont reliés à cette saison-là. On a une petite boîte avec des jetons, des cartes supplémentaires, etc. Si on a tout débloqué le matériel ou on va faire ça plus rapidement, on peut prendre 2 cartes de 2 saisons qui se suivent. C'est nous qui va décider quelle saison, fait que printemps, été par exemple. Comme on le veut, fait qu'il y a différentes façons que les livres d'instruction nous précisent. Disons que je suis vraiment ma première partie, fait que je vais prendre 2 cartes de la première saison qu'on me propose, donc le printemps. Je vais les révéler. Il y en a une que je vais mettre sur la zone 1 et il y en a une que je vais mettre sur la zone 2. Juste à côté de la deuxième zone, on va avoir des petits jetons ici comme ça à les placer. On va en avoir 4 la première fois qu'on va jouer. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la découverte des différents modules du jeu, on va découvrir d'autres jetons qui peuvent aller là. On voit qu'on peut en placer un maximum de 6. Fait que si on en a moins que 6, on prend ceux qu'on a. Si on en a plus de 6, on en prend 6 au hasard. Puis on va remplir cette zone-là. De la même façon, en plein centre ici, on va avoir les zones pour nos cartes tempo qui se ressemblent à ça ici et pour nos cartes compétences qui vont ressembler à ça ici. On va toujours avoir 12 cartes en jeu. Fait que si on a plus que 12 cartes, on va en piger 6 au hasard pour faire une première pile de cartes tempo ici, puis on va en piger 6 autres toujours au hasard pour faire une deuxième pile de cartes tempo juste là. On va refaire exactement le même procédé, donc 6 cartes compétences ici et 6 cartes compétences au hasard, juste ici. Les cartes en excédent qu'on va avoir, on va les mettre de côté, on s'en servira pas pour cette partie-là. Fait qu'au fur et à mesure qu'on débloque davantage de matériel, on a davantage d'options. On va avoir une pile de cartes fans à placer juste ici. Encore une fois, on va en prendre un certain nombre au hasard. Dans le cas des cartes fans, c'est 12. Toutes les cartes qu'on n'a pas utilisées, on les met de côté. Et on se fait une pile, face visible, comme toutes les autres piles qu'on a faites, de cartes fans. On va avoir différents endroits où on va aller avoir des monstres à placer. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va toujours avoir un boss et 2 monstres
par-dessus sur chacune des zones. Les boss, on les reconnaît avec un petit symbole qui est différent. Ils vont valoir 3 points de victoire à la fin de la partie, alors que les monstres normaux, ils ont un petit symbole comme ça ici, et ils valent 1 point à la fin de la partie. On va toujours prendre un boss au hasard, mettre 2 monstres par-dessus. Le jeu nous dit de placer nos 2 monstres de niveau de base caché, parce qu'on doit faire tout ce processus-là face cachée. Ensuite, de mettre le monstre par-dessus et de révéler le paquet d'un seul coup, comme ça. Ici, normalement, c'est comme ça qu'on est censé le faire, histoire qu'on ne sache pas d'avance qu'est-ce qu'on va avoir à chaque endroit. Mais là, pour accélérer le processus, on met toujours 2 cartes monstres, une carte boss en dessous, et on a 2 zones similaires à gauche, où on va aller faire la même chose. Je précise que dans une partie à 1 ou à 2 joueurs, parce qu'il y a un mode solo, on va enlever la première carte du paquet juste ici, celui qui est juste en dessous des points de victoire de gauche, et on va faire la même chose dans le paquet qui est juste en dessous des points de victoire de droite. Quand ça c'est fait, on va avoir notre jeton marché qu'on va aller placer. Le jeton marché, c'est ce petit jeton-là qui est juste ici. On va le placer juste au début de la piste de marché, qui est juste ici. Tout ce qui reste à faire sur le plateau principal, c'est d'aller placer les composantes des joueurs. Fait que chaque joueur va avoir à choisir un héros. Il y a un standee qui vient avec son héros en bois. Les joueurs vont commencer juste ici. Et chaque joueur va avoir un bateau à sa couleur. Fait que les bateaux vont commencer dans la première piste, la première case de la piste rivière, qui est complètement en haut du plateau. Juste au-dessus du plateau de jeu, on va aller se faire des piles de cartes légendes. Les cartes légendes ressemblent à ceci et ont différents niveaux. Il y a un niveau 1, il y a un niveau 2 et il y a un niveau 3, comme ça ici. Encore une fois, au fur et à mesure qu'on va débloquer du contenu, on va avoir davantage et davantage de cartes. Au début, la première fois, on va avoir 5 cartes de chaque niveau. Fait qu'on va tout simplement prendre chacune des piles. On va aller se faire une zone proche de la zone de jeu avec chacun des niveaux. Et on va révéler la première carte de chacun des niveaux. On va donc avoir le niveau 3 qui va ressembler à ça, le niveau 2 qui va avoir l'air de ça ici, et le niveau 1 similaire. On va avoir une carte révélée pour chacun des niveaux. Finalement, on va avoir la mise en place individuelle. Chaque joueur va avoir un plateau comme ça. Il va choisir une couleur. À sa couleur, il va prendre un disque qui correspond à sa couleur. Les plateaux comme ça sont identiques pour tout le monde. Les disques sont de couleurs différentes avec un petit symbole qui est différent. Et on va placer le symbole de façon à ce qu'il soit orienté dans le cadran en haut à droite. Quand je parle de cadran, c'est qu'on voit qu'il y a des petites séparations autour. Cette tuile-là tourne et on va s'arranger pour que le symbole soit dans l'espèce de carré en haut qui pointe en haut à droite. Dans chacune des zones autour, on voit qu'il y a des petits symboles. On va aller recouvrir chacun de ces symboles-là autour de notre disque de 2 jetons à notre couleur. Fait qu'on en a 8, chaque joueur en a 8. On va se piler ça ici. Juste au-dessus de notre petit cadran, juste ici, on va aller placer une petite note de musique qui est juste comme ça ici. Et sur notre réserve de volume, qui est cette piste-là ici, on va aller se placer une autre note de musique. On va avoir différents écussons à aller placer en dessous de notre plateau, comme ça ici, pour chacun des joueurs. Je pense que ça va dans l'autre sens. Fait qu'on les distribue au complet. Et une fois qu'on a terminé de placer nos écussons, il nous reste juste à gérer notre deck, parce que notre personnage, on sait qu'il vient déjà avec un petit une petite sculpture en bois qu'on a déjà placé sur le plateau. On s'est également choisi une couleur de joueur. Il y a un bateau qu'on a déjà placé sur le plateau. Mais on a également des cartes. L'une de ces cartes, c'est notre personnage lui-même qu'on va aller placer juste à droite ici. L'autre carte qu'on va avoir, c'est notre carte instrument qui est rappelée par l'icône qui est juste ici. Fait que ce deck-là, c'est le deck de la vocaliste, la chanteuse. Toutes les autres cartes de son deck vont avoir la même icône dans le centre pour montrer que c'est les cartes de ce personnage-là. Et une fois qu'on a placé notre personnage et son instrument de musique, c'est la carte rose qu'on place à droite de son plateau. Le reste du deck, on le brasse et on pige tout simplement les 2 premières cartes. Si jamais on pige sa carte tempo, donc si jamais j'avais pigé comme première carte celle-ci, la carte tempo, c'est la carte bleue, on va aller la mettre dans sa chanson, donc dans l'espace qui est à droite, et on va continuer à piger jusqu'à temps qu'on ait 2 cartes compétences. Le reste de son deck, on va laisser le placer juste ici. Ces cartes-là commencent dans ma main. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de placer ma carte Super Fan. Chaque joueur commence avec une carte Super Fan qu'on va aller placer dans sa défausse. La défausse, c'est l'endroit en haut à droite de son plateau personnel. Et une fois que tout ça c'est fait, on a fini notre mise en place
personnel. Donc, avant de rentrer dans le cœur des règles, un petit aperçu. Qu'est-ce que c'est Bardwood Grove? Mais dans Bardwood Grove, les joueurs vont se promener dans le village de Bardwood Grove, dans les différentes cases qui sont séparées par les espèces de lignes vertes comme ça ici, et vont tenter d'influencer les différents habitants du village, raconter des légendes, gagner de nouveaux fans, etc. Le jeu est un deck building, donc on va avoir joué des cartes de son deck, on va avoir des cartes compétences, des cartes tempo, il va avoir des cartes monstres, il va avoir des cartes fans, desquelles j'ai déjà parlé un petit peu, et on va, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va récolter des points de victoire. Il y a un événement qui va être en jeu pendant que la première réserve de points de victoire n'est pas encore vide. Quand cette réserve-là se vide, le deuxième événement va rentrer en jeu. Et quand la deuxième réserve se vide, ça indique que ça déclenche la fin de la partie. Les joueurs vont jouer un dernier tour et ensuite on va faire un décompte des points de victoire. Fait qu'on va avoir eu des cristaux qu'on a ramassés pendant la partie et on va avoir eu des cristaux bleus qui sont imprimés sur les cartes qui vont valoir des points en fin de partie. Maintenant, quelle est la structure d'un tour de jeu? Tous les joueurs vont avoir à tour de rôle, en commençant par le premier joueur. Le premier joueur, soit dit en passant, c'est celui qui peut tenir une note le plus longtemps. Vont avoir une phase de composition. Parfois, vont avoir une phase de chant et vont toujours avoir une phase de pause. La phase de chant n'est pas à tous les tours de jeu. Donc, on va expliquer toutes ces phases-là, l'une à la suite de l'autre, en entrant dans le détail, en commençant par la phase de composition. Dans la phase de composition, les joueurs vont avoir à décider qu'est-ce qu'ils font de leurs deux cartes qu'ils ont en main. Il y a une carte qui va être défaussée pour gagner les bonus qui sont dans le bas de la carte, et il y a une carte qui va être jouée dans la chanson, donc dans l'espace qui est à droite du plateau personnel, pour aller gagner des bonus pendant l'éventuelle phase de chanson. Disons que dans mon exemple, je décide de défausser cette carte-là et de placer cette carte-là dans ma chanson. Commençons par défausser une carte. Comment ça fonctionne? La carte qu'on défausse, on ignore complètement le haut de la carte, on va chercher juste le bas de la carte. Dans ce cas-ci, on voit que mon volume augmente de 1. Je vais donc augmenter mon volume de 1. Et je dois tourner mon cadran d'un quart de tour. C'est toujours un quart de tour quand on tourne le cadran. Fait que si j'avais joué cette carte-là, par exemple, si je l'avais défaussée plus tôt, mais j'aurais augmenté plutôt mon volume de 2 et j'aurais tourné mon cadran de 2 quarts de tour plutôt que d'un seul quart. Mais dans mon cas, j'ai joué celle-ci, donc je la défausse. Donc mon cadran, il est tourné d'un quart et je me suis fait un volume. La deuxième carte elle-même, elle est tout simplement mise dans la chanson. À ce moment-là, on va gagner potentiellement deux choses. Première chose qu'on va gagner, c'est des points de mouvement. Fait que les points de mouvement, on les voit ici. Ici, j'ai un point de mouvement, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai deux. Comme mon petit symbole a terminé sur ce cadran-là, ben, ça indique que je gagne la récompense associée à ce cadran-là. Si plus tard dans la partie, ce cadran-là, j'avais réussi à libérer les 10 qui sont dessus, ben, en tombant sur cette zone-là, je vais faire en plus une pièce d'or, en plus de mon 2 points de mouvement, et chaque zone a un bonus différent qu'on gagne si on réussit à tomber sur son cadran-là et si on a vidé la réserve de disques associée à ce cadran-là. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais faire, c'est si jamais j'ai passé la zone, disons que j'étais ici et j'ai tourné de 90 degrés, donc j'ai gagné un point de mouvement, potentiellement plus 2 si jamais j'ai libéré cette zone-là. Mais à chaque fois que notre symbole passe la petite étagère qui est ici, on va aller prendre sa note et on va aller la placer sur sa carte instrument pour indiquer qu'à cette phase-là, on va avoir une phase de chant. Ce n'était pas mon cas. Je n'ai avancé que jusqu'ici. Je n'ai donc pas franchi l'étagère. Donc, à mon tour, je n'aurai pas de phase de chant. Ça, évidemment, on va y revenir en détail. Qu'est-ce que je fais avec les points de mouvement que j'ai gagnés? J'ai deux options. Première option, je peux déplacer mon barde. Quand pour chaque point de mouvement, dans mon exemple, j'avais 2 points de mouvement, fait que je pourrais le déplacer d'une zone ici, d'une deuxième zone comme ça, sans aucun problème. Je ne peux pas sortir de la zone, je dois toujours rester dans un quadrilatère. Et la deuxième option que j'ai, c'est que pour chaque point de mouvement que je décide de ne pas utiliser, disons que je décide, tiens, je vais me déplacer juste d'un, aller là, avec mon deuxième point de mouvement, je pourrais avancer mon bateau. Les points de mouvement sont complètement interchangeables, donc pendant ma phase composition, si j'ai 3 de mouvement, je peux avancer mon bateau de 3, déplacer mon barde de 3, avancer l'un de 2, l'autre de 1, vraiment à ma guise, s'il y a des points de mouvement que je décide de ne pas utiliser, ça m'appartient. Tout à fait. Je précise que si je gagne des points de mouvement à l'extérieur de la phase composition pour quelque effet que ce soit, je peux seulement déplacer mon bateau. Mes points de mouvement que je gagne pendant la phase de composition et seulement pendant la phase de composition me permettent également de déplacer
le barde. Après avoir terminé ma phase de composition, si je n'ai pas déclenché la phase de chant, je passe immédiatement à ma phase de pause, ce qui va mettre fin pratiquement à mon tour de jeu. Dans la phase de pause, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiger jusqu'à temps qu'on ait 2 cartes compétences en main. Je l'ai déjà dit, si jamais on a gagné des cartes tempo et qu'on pige une carte tempo, les cartes tempo ne viennent pas dans notre main, on les place directement dans notre chanson. Ça va faire un chant plus puissant quand on va le déclencher et on continue à piger. Si on pige des cartes fans, quand on va piger une carte fan, elles n'en vont pas non plus dans notre main. Les cartes fans, on va avoir le choix entre 2 bonus. On prend le bonus du haut, on l'a déjà compris, on augmente notre volume de 2. Ou notre bonus du bas, je vais donner un cristal rouge pour augmenter mon volume de 4 à la place. Et ensuite, le fan est immédiatement défaussé. Il y a un troisième type de carte qu'on peut avoir dans notre deck. Si jamais je pige une carte monstre, parce que je l'ai précédemment charmé, mais les cartes monstres, on va gagner immédiatement le bonus qui est dans le bas, donc un point de victoire, un volume de 3. Et on va aller les placer dans notre zone de fanfaronnade qui est juste ici avec la petite trompette qui est juste là. Fait que les monstres non plus ne vont pas dans notre deck. Cela étant dit, donc je continue à piger jusqu'à temps que j'ai 2 cartes en jeu. Pourquoi j'avais le chiffre 12 en tête? C'est la limite de ressources qu'on a à la fin de notre phase de pause. Fait qu'on peut gagner des cristaux, je pense que c'est de portée, des cristaux d'autres choses sur lesquels je vais revenir, et on peut avoir des pièces d'or. À la fin de notre phase de pause, on doit avoir un maximum de 12 ressources en jeu. Si on en a plus de 12, on doit défausser. Et on passe la main au joueur suivant. Évidemment, on l'aura compris, le gros du jeu vient quand on réussit à déclencher une phase de chant. Je le répète, quand est-ce qu'on va faire la phase de chant dans notre tour de jeu? C'est quand dans notre phase de composition, disons que j'étais dans cette situation-ci et j'avais ces 2 cartes-là en jeu, je décide que je place cette carte-là dans ma zone de jeu. Donc, je la mets dans ma chanson. Cette carte-là, je la défausse. Ça me donne 2 volumes et ça fait tourner mon cadran de 2. Je tourne mon cadran de 2. Comme j'ai passé le petit comptoir qui est juste ici, je place ma note de musique sur ma carte d'instrument. Ça indique que je vais avoir une phase de chant. Je gagne mes 2 de volume. Et là, cette fois-ci, avant de passer à ma phase pause, donc avant de repiger 2 cartes, de vérifier ma limite de ressources, de placer mes fans puis mes monstres dans les zones appropriées, bien là, je vais faire ma phase de chant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une phase de chant? Premièrement, c'est important de comprendre que dans la phase de chant, c'est là qu'on va utiliser toutes les cartes qu'on a placées dans sa zone chanson. On peut les utiliser dans l'ordre de notre choix et si les cartes nous offrent différents bonus, par exemple celle-ci me permet de gagner une pièce d'or, il me permet de dépenser 3 volumes pour gagner ce qu'on appelle une parole et pour gagner ce qu'on appelle, je pense que c'est une mélodie, la ressource qui est juste ici. Fait que je peux faire le haut, je peux faire juste le bas, je peux faire juste le haut ou je peux faire les deux. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est une fois que j'utilise le haut, je vais le mettre à 45 degrés. Si jamais j'utilise le bas, je vais le mettre à 90 degrés pour me rappeler que j'ai utilisé la carte au complet. Parce qu'on peut tout à fait utiliser l'effet d'une carte, interagir avec le plateau, revenir et utiliser l'effet d'une carte différente, réinteragir avec le plateau et continuer de cette façon-là jusqu'à temps qu'on ait dépensé toutes nos ressources. Mais principalement, ce qu'on va faire pendant la phase chant, c'est qu'on va aller se gagner des ressources. On peut gagner du volume, on peut gagner des paroles, on peut gagner de l'argent, on peut gagner des cristaux parfois, rouge ou mauve. On peut gagner donc de la mélodie, comme je l'ai dit, et on va utiliser ces différentes ressources-là pour interagir sur le plateau de jeu. Donc, c'est quand on déclenche une phase chant que c'est important notre positionnement sur le plateau parce que pendant la phase chant, disons que je suis le bat qui est ici, je peux interagir avec tous les lieux qui sont dans le quadrilatère, qui touchent au quadrilatère dans lequel je me trouve. Par exemple, en étant ici, je peux interagir avec la pile de cartes qui est là, avec la pile de cartes qui est là, avec la petite maison qui est ici, et avec la petite maison qui est ici. Ils ont tous une série de symboles pour indiquer que ce sont des lieux qui peuvent interagir. Ici, par exemple, je pourrais interagir avec la petite maison qui est là, avec la pile de cartes qui est là, ou avec le monstre qui est ici. Ainsi de suite. Le concept de la phase chant, c'est que je vais utiliser soit mes paroles. On a un petit marqueur comme ça si on a peur de ne pas se rappeler de qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a gardé. Parce que les paroles et les mélodies, on ne les garde pas après une phase chant. Fait que si j'en génère 5 puis j'en utilise juste 3, les 2 restants, ils vont être perdus. Même chose pour les mélodies. Alors que les sous, ce sont des ressources physiques, donc on va les garder. Les cristaux verts et les cristaux rouges, ce sont également des ressources physiques qu'on va pouvoir garder dans sa zone de jeu. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu toutes les zones une à une pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là en utilisant les ressources qu'on a dans notre phase, dans notre zone
de champ. Premièrement, simplement, il y a 2 zones d'échange d'argent très simples à comprendre. Fait qu'ici, je peux, en ayant la petite flèche comme ça, ici, ça indique que je peux le faire une fois. Je peux échanger 2 paroles contre 2 sous, ou complètement de l'autre côté du plateau, je peux échanger 2 mélodies contre 2 sous. Donc, si mon barde était ici, ben, en plus d'interagir avec les autres lieux, je pourrais décider de donner jusqu'à 2 mélodies en échange de 2 sous. Je pourrais le faire une fois. Il y a également 3 autres lieux qui me permettent de faire des échanges. Il y en a un ici, la Maison du Poète, le Temple de la Renommée qui est juste ici, et la Tour de Pierre qui est juste ici, qui ont exactement les mêmes icônes. Je le rappelle, donc, en étant ici, je pourrais interagir avec le lieu qui est juste ici. Si j'étais ici, je pourrais interagir avec le lieu qui est là. Ici, on indique une petite flèche, mais cette fois-ci avec un symbole d'infini. Ça veut dire que je peux faire cette transformation-là aussi souvent que je le veux. Fait que je peux transformer 3 volumes en 1 sou, 3 volumes en un cristal rouge, ou 3 volumes pour faire une fanfaronnade. Qu'est-ce que la fanfaronnade? J'ai déjà dit qu'une fois qu'on réussit à avoir des cartes d'animaux dans son deck, quand on va les piger, on va gagner la récompense, mais on ne les mettra pas dans la défausse, on les met dans la zone qui est juste en haut, ici, à gauche. Et là, au fur et à mesure que la partie avance, c'est tout à fait possible que je me ramasse avec 2, voire 3 animaux dans ma zone de fanfaronnade, parce que j'ai pigé différentes cartes d'animaux, puis au fur et à mesure que je les pige, je gagne la récompense et je les place là. Bien, quand j'ai fait l'action de fanfaronnade qui est juste ici, ça me permet de prendre tous les animaux que j'ai pigés qui sont dans ma zone de fanfaronnade et de les replacer dans ma défausse. Ce qui veut dire que plus tard, je vais les repiger, je gagnerai encore une fois leur bonus instantané et je les replacerai au fur et à mesure que je les pige dans ma zone de fanfaronnade. Important de préciser que peu importe le nombre d'animaux que j'ai, de bêtes ou de monstres que j'ai dans ma zone de fanfaronnade, avec une seule action, ça les ramène tous dans ma zone de défausse. Et c'est la même chose ici et ici. Autre action simple qu'on a, disons que ce joueur-là ici déclenche la zone de champ. Il peut donc interagir avec les bâtiments autour de l'endroit où il se trouve, dont la banque qui est juste ici. Quand on va interagir avec la banque, si j'interagis avec la banque, je vais aller prendre l'un de mes écussons qui est dans le bas du plateau, le premier à gauche, c'est toujours celui-là que je prends. Je vais aller le placer sur la dite banque et je vais aller gagner la valeur actuelle du marché. Présentement, le chariot est ici, donc je gagne 1. Si le chariot était là, je gagnerais donc 3 en faisant cette action-là. À la place de faire cette action-là, je pourrais, si je le veux, disons que mon ami troll, c'est à son tour de jouer, au lieu de déposer l'un de ses écussons, il pourrait prendre tous les écussons qui sont sur la banque. S'il prend des écussons qui lui appartiennent à lui, ils vont être défaussés, on les ramène dans la boîte. Mais s'il prend des écussons qui appartiennent à un autre joueur, il va les prendre, il va les placer sur la carte de son barde. Les écussons peuvent être utilisés pendant la phase champ pour gagner divers bonus. J'y reviendrai dans quelques instants. Une autre action simple que l'on peut faire, c'est d'acheter des nouvelles cartes tempo ou compétences. Les cartes tempo, c'est les bleus, les compétences, c'est les cartes qui ressemblent à celles qu'on a déjà dans notre deck. On voit par l'icône qui est juste ici que ce n'est pas lié à un personnage en particulier, donc tous les personnages peuvent acheter toutes les cartes compétences. Les cartes compétences, autant les cartes compétences que les cartes tempo sont face visible, fait qu'on a le droit de regarder le deck, il a l'air de quoi. Par contre, on ne peut acheter que la première carte du deck. De la façon dont ça fonctionne, c'est fort simple. Si je suis ici, je peux acheter la carte là, mais comme je l'ai déjà dit, on peut interagir avec tous les bâtiments auxquels on touche, toutes les zones auxquelles on touche. Fait que si j'étais dans cette zone-là, je pourrais acheter ces 2 cartes-là, une carte par pile. Le prix de la carte est indiqué par la valeur actuelle du marché, donc présentement c'est 1 sou, et le marché va augmenter si on achète une carte compétence. Donc dans mon premier exemple, si j'étais ici, je pourrais payer 1 sou et acheter la carte tempo qui est là. Les cartes qu'on achète, on va les placer sur le dessus de son deck. On va donc les piger rapidement dans ce jeu-là. Alors que si j'avais été ici, j'aurais pu payer 1 sou pour acheter la carte qui est là. Je la mets sur le dessus de mon deck et j'aurais pu payer un 2e sou pour acheter la carte qui est là. Je la mettrai également sur le dessus de mon deck. Comme j'ai acheté une carte compétence dans l'exemple que je viens de faire, la valeur du marché va augmenter de 1. À la prochaine fois qu'elle va augmenter, il va falloir payer 2 sous pour acheter des cartes. Quand on achète des cartes, on a toujours le droit de payer un extra d'1 sou. Si par exemple, on va dire que j'étais dans cette zone-ci, je vais acheter la carte compétence et je décide de payer 2 sous plutôt que 1, ou 3 sous plutôt que 2, ou 4 sous plutôt que 3. Le fait de payer 1 sou en extra me permet d'aller choisir la carte que je vais acheter, plutôt que de prendre celle du dessus. Peut-être que j'ai désespérément besoin de mélodie, je vais donc aller chercher cette carte-là. Je la mets, comme je l'ai déjà dit, sur le dessus de mon deck. Et quand on fait cette option-là, là, on va rebrasser le deck et on va le remettre face visible. Et ça, c'est pour acheter des cartes. Autre chose qu'on peut faire, évidemment, on est dans un jeu de barde, fait qu'on peut donner des spectacles, on peut donner des shows. On va pouvoir en donner juste ici, on va pouvoir en donner complètement en bas à droite ici, et la même chose en bas à gauche.
Quand on va donner un spectacle, je vais faire mon exemple en bas à droite, ça va être un peu plus simple, je vais enlever ma défausse. Quand on va donner un spectacle, mais il va falloir dépenser des paroles. Fait qu'il va falloir dépenser la ressource bleue. Fait qu'il faut réussir à en générer assez dans notre phase de chant. On peut payer 3, 5, 7 ou 9 ressources bleues, donc 9 paroles. Et quand on le fait, évidemment, on se rappelle que si j'interagis avec ce lieu-là, ça veut dire que je suis dans un des lieux adjacents au moment où je déclenche ma phase de chant. Donc, si j'interagis avec ce lieu-là, disons que j'ai réussi à me rendre à 5 paroles, bien, ce que je vais faire, je vais avoir deux choses à faire. Premièrement, je vais avoir à choisir l'un des disques de ma zone personnelle. Peut-être que je vais vouloir prendre lui. Et je vais aller le placer sur la zone que j'ai achetée, en quelque sorte. Fait que dans ce cas-ci, j'ai payé 5, donc je vais aller placer un disque ici. La zone de 5 est maintenant barrée pour tout le monde. Il y a juste moi qui va y avoir accès. Le reste de la partie. Mais en fait, il n'y a plus personne qui va pouvoir mettre de jetons là. Même moi, la zone est prise. Deuxième chose que je vais faire, je vais prendre le nombre de jetons de victoire qui était représenté par la case où j'ai pris. On se rappelle, on a des réserves dans les deux coins. Fait que je vais prendre donc mes 2 cristaux verts que je vais en les mettre dans mes réserves personnelles. Finalement, ce que je vais avoir à faire, à chaque fois qu'on organise un show, on gagne des fans. Fait que je vais donc prendre une carte fan comme ça, et comme toutes les cartes que je gagne, je vais la placer sur le dessus de mon deck. La carte fan, cette fois-ci, contrairement aux autres cartes que j'ai achetées, j'ai pas d'option pour aller choisir celle de mon choix. Je vais toujours prendre celle qui est sur le dessus du paquet. On ne serait pas d'excellent bad si on ne pouvait pas raconter de légende. Donc, on a 2 endroits, l'auberge juste ici et la maisonnée de l'autre côté, où on peut raconter des légendes. On le reconnaît par le petit discompte de bateau. Quand on veut raconter des légendes, c'est un peu le même principe que les shows qu'on vient d'organiser. On doit dépenser des ressources bleues. Là, par contre, les légendes, on va faire référence aux cartes qu'on a placées en début de partie. Fait qu'on a une légende qui va coûter 4 bleus, comme ça ici. On en a une deuxième qui coûte 6 et on a une troisième qui coûte 8. De la façon dont ça fonctionne, on va vérifier jusqu'où on peut et on veut se rendre et on va payer la ressource en paroles, donc en ressources bleues, pour acheter la légende de notre choix. Si on le veut, à ce moment-là, on peut utiliser notre bateau. C'est à ça qu'il sert. Le bateau peut me faire un rabais spécifiquement pour l'action de légende, selon où il est rendu. Fait que, par exemple, si j'étais à cette zone-ci, avec seulement 2 ressources bleues, je pourrais me payer la première légende parce que j'aurais un rabais de 2. Je ne suis pas obligé d'utiliser mon rabais, je l'utilise si je le veux. Si jamais on décide de l'utiliser, on ramène le bateau sur la première case. Fait que disons donc que j'ai acheté une carte légende à 2 avec mon rabais de 2, donc légende niveau 1. En achetant la carte légende, on l'a vu, je vais gagner tout de suite un cristal vert, fait que je le prends, je le mets à ma réserve, et je pige, comme je viens de le faire, la première carte du paquet, et je vais la retourner. Ces cartes-là, toutes les cartes légendes, sans exception, donnent des bonus de points de fin de partie pour tous les joueurs. Par contre, peu importe quel joueur a activé la légende, tous les joueurs ont accès à ce bonus-là. Fait que moi, ce que je vais avoir à faire à ce moment-là, c'est de prendre, encore une fois, un disque de ma zone. Si je vais d'une zone, on se rappelle que je vais déclencher des bonus pendant ma phase de composition. Et je vais aller placer mon disque sur l'une des cartes du niveau que je viens d'acheter. Bon, on se rappelle, c'est cette carte-là que je viens de révéler, mais je ne suis pas obligé de le placer sur cette carte-là. Je pourrais le placer sur cette carte-là parce que les deux sont de niveau 1. Disons que je le place juste ici, mais ça va me déclencher une possibilité de faire des points de victoire de fin de partie, mais ça va le déclencher également pour tous les autres joueurs. Fait que, par exemple, cette carte-là me dit que en fin de partie, chaque joueur qui a au moins une rune sur 2 cartes légendes différentes, celle-là va m'en faire déjà une, fait que je suis déjà bien parti pour le faire, va avoir un bonus de 2 points de victoire en fin de partie. Et les légendes fonctionnent comme ça ici. Les légendes de niveau 2 et 3 ne donnent pas nécessairement plus de points de victoire de fin de partie. Comme on le voit, celle-là ici n'en donne qu'un seul. Par contre, elles vont valoir plus de points de victoire au moment où le joueur réussit à la mettre en jeu. Celles-ci vont en donner 2, celles-ci vont en donner 3. Il ne me reste que 2 actions à expliquer. Première action à expliquer, on va avoir la petite action d'échange qui est juste ici, qui me permet d'interagir avec les écussons qui sont dans le haut du plateau. Fait ici, je peux interagir avec l'un des écussons pour 2 ressources bleues, donc 2 paroles, alors qu'ici, je peux interagir avec un des écussons pour 2 mélodies. Comment ça fonctionne, interagir avec les écussons? On a toujours 2 options. La première fois qu'on va interagir, on va n'en avoir qu'une seule. Ma première option, c'est de choisir un des 4 écussons et gagner le bonus qui est dessus. Fait que par exemple, si j'étais juste ici, mais je peux interagir avec le lieu qui est juste là, donc je décide de le faire, donc je paye 2 ressources bleues que j'ai accumulées pendant ma phase champ, et je décide que j'interagis avec cet écusson-là. On voit sur cet écusson-là, c'est indiqué 4 pièces d'or, donc je gagne 4 pièces d'or.
Une fois que j'ai interagi avec, je le tourne de côté. À partir de maintenant, la deuxième option va s'ouvrir. Un joueur qui vient interagir, que ce soit d'un côté ou de l'autre avec l'aire des écussons, va avoir le choix soit entre prendre la récompense d'un des 4 écussons et le tourner de côté comme je viens de le faire, soit il peut décider de prendre la récompense d'un des écussons qui est déjà retourné. S'il décide de faire ça, il va gagner 1 point de victoire par écusson qui est retourné. Dans ce cas-ci, par exemple, ça serait 2. Fait qu'il irait chercher 2 cristaux de la réserve. Et ensuite, il remettrait sur leur face recto tous les écussons qui étaient retournés. Fait que là, la prochaine fois, on n'aurait pas le choix de prendre le bonus d'un des 4 écussons. Fait que si, par exemple, j'interagis une fois, j'interagis une deuxième fois, quelques tours plus tard, j'interagis une troisième fois, ben là, le prochain joueur qui interagit aurait l'option soit de déposer 2 de ses écussons personnels, c'est ça qui veut dire celui-là sur 2 monstres, on revient dans quelques instants, ou de faire 3 points de victoire. Et c'est comme ça qu'on règle cette action-là. La dernière action possible, ben, c'est d'interagir avec un monstre. De calmer les monstres, on peut les apaiser ou les charmer. Si on apaise un monstre, c'est extrêmement simple. C'est la carte, c'est la partie droite de la carte. Fait que ça me coûte une seule mélodie. Fait que dans les ressources que j'ai accumulées pendant ma phase de champ, je dois dépenser une mélodie. Et ça me permet de placer l'un de mes écussons personnels, toujours le plus à gauche, comme pour la banque, et je vais aller le placer directement sur la carte. Ça, c'est ma première option. Et je peux avoir, soit dit en passant, je le précise, je peux avoir un seul écusson par monstre. Fait que le tour d'après, je ne pourrais pas refaire ça. Il faudrait que ce soit un joueur différent qui le fasse, ou je pourrais le faire sur un autre monstre. L'autre option, disons que cette fois-ci, c'est mon ami troll qui s'en vient. L'autre option, c'est de charmer le monstre. Si on veut charmer le monstre, on doit payer le coût en mélodie qui est à gauche. Fait que si au lieu de coûter 1 mélodie, ça lui en coûterait, dis-je, 4. Par contre, il y a un rabais de 1 mélodie pour chaque écusson qui est sur le monstre. Fait que dans ce cas-ci, pour mon ami le troll, ça coûterait seulement 3 mélodies pour charmer ce monstre-là. Si on charme un monstre, disons pour l'exemple que c'est moi qui le fais, si on charme un monstre, donc à mon prochain tour, je redéclenche une phase champ, je dépense 3 mélodies, je charme ce monstre-là, ben on va aller le placer dans sa zone de fanfaronnade directement. Il ne va pas dans sa défausse. Fait que je vais aller le placer juste ici. Par contre, je vais gagner immédiatement ses récompenses. Fait que 1 point de victoire, une pièce d'or que je rajoute à ma réserve personnelle. Comme il y avait un de mes écussons à moi, l'écusson, je l'envoie dans la boîte, je ne l'utiliserai pas. Fait qu'on ne peut jamais récupérer ses propres écussons. Par contre, si c'était le troll qui avait fait cette action-là, ça aurait coûté 3 mélodies, il aurait fait la même chose, il aurait pris cette carte-là, il aurait gagné 1 point de victoire, 1 sou, il l'aurait mis dans sa zone de fanfaronnade. Mais comme j'avais un écusson sur la carte du monstre que le troll a charmé, le troll va récupérer mon écusson, il va aller le placer sur sa carte de barde, mais je vais également gagner la récompense qui est dans le bas de la carte une fois. Fait que moi aussi, en plus du troll, je vais faire un cristal et un sou parce que j'avais un écusson. J'ai donc aidé à charmer ce monstre. Par contre, c'est le troll qui va ramasser cette carte-là. Fait que c'est lui qui va l'avoir dans sa zone fanfaronnade, qui va pouvoir prendre des actions pour le ramener dans sa défausse et continuer à profiter de l'action du pouvoir du bas de la carte. Je précise, vous l'avez remarqué probablement, que la dernière carte de chaque pile de monstres vaut davantage de points de victoire, mais est plus difficile à charmer parce que la valeur en mélodie est beaucoup plus haute. Fait que des petites précisions pour être sûr que c'est clair. Quand un joueur réussit à déclencher sa phase chant, donc quand son icône juste ici passe la petite note qui est juste ici, il va avoir le placer sa note sur la carte, et c'est à ce moment-là qu'il va faire le cumul des différentes ressources qu'il a. Je le précise et le reprécise parce que c'est très important. On active toutes ces cartes dans l'ordre de son choix, et on peut interagir avec tous les lieux qui sont adjacents à notre barde. Donc, par exemple, si le barde était juste ici, je pourrais dire, je paye un sou, j'achète la carte là, je paye un sou, j'achète la carte là. Ici, est-ce que je suis capable de faire ça? Je vais regarder. Mais là, ça me dit que j'ai ici, je peux payer 3 de mélodie pour me faire une note bleue. Ici, j'en fais une deuxième, ça m'en fait 2. Ici, j'ai une note bleue pour chaque case qui est libre présentement sur mon plateau personnel. J'en ai une, ça me fait un total de 3 notes bleues, donc je pourrais aller chanter une chanson juste ici. Je prends donc un 10, je ramasse un point de victoire, je ramasse un fan, je le place sur ma pile, et on continue comme ça. Fait que là, j'ai utilisé le bas de cette carte-là, j'ai utilisé les deux parties de cette carte-là. Je pourrais dire, bon, ben, je me ramasse un sou, j'utilise ça, maintenant je me fais une mélodie, je me fais 2 autres notes, je remonte ça à 2. Ainsi de suite, j'utilise le pouvoir de mon instrument. Chaque instrument a un pouvoir spécial. On utilise ça dans l'ordre de son choix.
Ici, j'ai encore cette zone-là avec laquelle je pourrais interagir, mais là, j'ai plus assez de volume pour le faire. Ça mettrait fin à ma phase de champ. Quand sa phase de champ est terminée, bien, toutes les cartes qu'on a utilisées dans son champ, c'est à ce moment-là qu'on les renvoie dans sa défausse personnelle. Et là, seulement à ce moment-là, on va replacer ce petit jeton-là sur son icône d'étagère pour indiquer qu'on est prêt pour une phase de champ future. Et on passe à sa phase de pause personnelle. Donc, j'avais repigé 2 cartes. Là, cette fois-ci, on se rappelle, j'ai un fan. Fait que je vais gagner les récompenses du fan. Je vais faire 2 de volume. Tiens. Ensuite, j'en pige. Tiens, j'en avais un autre. Donc, je regagne un autre sou. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait 2 cartes compétences en main. Et là, ça met fin à son tour de jeu. Les dernières petites précisions. Je l'ai déjà précisé, c'est important de le dire, on a un petit plateau comme ça qui indique pendant notre phase de chant pour nous aider à comptabiliser on a combien de mélodies, puis au fur et à mesure qu'on dépense puis qu'on gagne des mélodies et des paroles. Ces ressources-là ne restent pas d'un tour à l'autre, contrairement aux autres ressources. Fait que ces ressources-là, si je finis mon tour puis il me reste une mélodie, elle est perdue. Par contre, pour s'aider, parfois on va gagner des cristals mauves. Les cristaux mauves, on peut les remplacer pour une parole ou pour une mélodie. Fait qu'au fur et à mesure qu'on en ramasse, ça devient des wild pour ces 2 ressources-là. L'autre ressource qu'on peut avoir, ce sont les cristaux rouges. Le cristal rouge, c'est le cristal de portée. Ils vont me permettre de faire une des actions spéciales qu'on peut faire à une certaine distance, c'est-à-dire influencer les monstres. Fait que si je dépense, au moment où je déclenche ma phase de chant, toujours très important, seulement pendant la phase de chant, je peux dépenser un cristal de monstre, un cristal de portée, dis-je, pour influencer un monstre qui est à 1 de distance de l'endroit où je me trouve. Donc en étant là, si j'ai suffisamment de mélodie pour influencer le monstre qui est juste ici, je pourrais dépenser un cristal de portée, puis dire, ben je m'en vais influencer ce monstre-là. Je pourrais l'influencer soit avec la partie droite, soit avec la partie de gauche, comme d'habitude. Si je dépense plutôt 2 cristaux rouges, ben, ça me permet d'influencer n'importe quel monstre sur le plateau. Fait que là, à ce moment-là, je pourrais dire, ben, je me rendais à 4 de mélodie, fait que je vais aller faire le monstre qui est juste ici, puis aller le mettre dans ma zone de fanfaronnade et gagner son bonus. La dernière chose que je peux faire avec les cristaux de portée, c'est de m'aider à défier les autres bardes. Parce que oui, dans ce jeu-là, on peut défier les autres bardes. Si le barde est dans ma case, j'ai pas besoin de cristaux de portée pour le cristal de portée pour le défier. Je peux tout simplement dire que je le défie. C'est en plus de tout ce que je peux faire dans ma phase chant. Si le barde est à 1 de distance, ça me prend un cristal de portée. Si le barde est à 2 de distance ou plus, ça me prend, comme les monstres, 2 cristaux de portée pour pouvoir défier le barde. Comment ça marche défier un barde? C'est fort simple. Disons que le troll est dans ma case et il décide qu'il me défie. Ben, il a tout simplement à payer en mélodie le nombre d'icônes de mélodie qu'on voit présentement sur mon plateau. Comme il me manque un écusson, on en voit 2, fait qu'il paye 2 mélodies. Il réussit son défi et il va gagner un autre écusson qu'il va ramener sur son plateau personnel. Fait que les défis, c'est aussi simple que ça. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ces écussons-là, on va en ramasser des écussons de différents joueurs. Comme je joue à 2 joueurs, ben, le troll peut ramasser le mien, puis moi, je peux ramasser les siens. C'est tout. On va les ramasser soit en défiant l'autre joueur, soit parce que l'autre joueur a calmé un monstre que nous, on a fini par charmer, soit parce que l'autre joueur a été à la banque et on a été chercher les écussons de la banque. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on arrive pour prendre un écusson de notre couleur, que ce soit sur un monstre à la banque, on va plutôt replacer l'écusson dans la boîte. On ne récupère jamais ces écussons pour les placer sur notre propre petit plateau. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec les écussons des autres joueurs? Pendant sa phase champ, toujours pendant la phase champ, je peux échanger un écusson pour soit un cristal mauve, donc une ressource bleue ou rouge wild, soit pour une pièce d'or. Ça peut dépanner. Et je peux le faire tant de fois que je veux. Par contre, je pourrais, pour 2 écussons, réinteragir avec un des écussons qui est dans le haut du plateau. Ça, c'est des écussons qui sont là en respectant exactement les mêmes règles que j'ai déjà expliquées plus tard. Fait que je pourrais payer 2 cristaux pour interagir avec celui-là, puis aller me chercher 3 cristaux rouges, 2 écussons, dis-je. Ou disons que, comme j'ai déjà fait dans une partie, ou comme souvent ce que les joueurs vont faire, je suis dans cette zone-là, je paye 2 bleus, donc je vais me chercher 3 pièces d'or, et immédiatement, je vais dépenser les 2 écussons que j'ai de mon adversaire pour pouvoir réinteragir avec l'un des cristaux en haut, l'un des écussons en haut. Je décide de choisir l'écusson de point de victoire, donc je vais faire 3 points de victoire parce qu'il y a 3 cristaux de révélé. Je les replace et j'ai utilisé mes 2 écussons de mon adversaire. Ça, c'est une façon pratique de les utiliser. Autre façon qui peut être fort pratique aussi, si on réussit à en avoir 3, on peut tout simplement dépenser 3 écussons pour 4 points de victoire. Et ça, c'est commun à
tous les joueurs. Et avant d'expliquer la fin de partie, je vais juste préciser que pour chaque lieu, sans exception, s'il y a une pile de cartes qui est vide, par exemple, quelqu'un a acheté cette carte-là, a calmé ce monstre-là, on a toujours une conversion de ressources qu'on peut faire pour des points de victoire, pour continuer à pouvoir interagir avec les lieux. Fait qu'ici, par exemple, je pourrais dépenser 5 mélodies pour avoir un point de victoire. Ici, je pourrais dépenser la valeur du marché pour avoir un point de victoire. Ça va être la même chose juste ici. Et chaque lieu va avoir une règle similaire pour qu'on puisse toujours continuer à interagir avec les lieux, même si les différents decks commencent à se vider. Donc, au niveau de tempo du jeu, comme je l'ai déjà dit, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on vide la première réserve. Je précise que la carte événement qu'on a mise en jeu en début de partie, on va la lire au début de la partie, puis ça va donner un effet quelconque à la partie. Ça peut bouger le jeton de marchand, ça peut donner de l'argent au joueur, en enlever, donner des objectifs spécifiques, un paquet d'événements différents. Et au moment où cette réserve-là se vide, parce que les joueurs ont été chercher tous les cristaux qui s'y trouvent, on va terminer le tour du joueur en cours, il va terminer sa phase pause, et après sa phase pause, donc au moment où il a repigé ses cartes, on va tourner ça, et seulement à ce moment-là, la deuxième carte événement va s'activer. Fait que là, il va y avoir autre chose qui va se passer, et on va continuer comme ça jusqu'à temps que cette réserve-là également soit vidée. Le joueur qui vide cette réserve-là va se gagner 2 cristaux supplémentaires qu'on va aller chercher à la réserve. Et tous les autres joueurs, sauf celui qui a déclenché la fin de partie, vont jouer un dernier tour. Peu importe ce qui se passe dans leur dernier tour, ils vont avoir l'occasion de faire leur phase de champ. Même si leur marqueur ne dépasse pas le petit jeton qui est ici, ils vont pouvoir faire une dernière phase de champ, tentant de marquer autant de points de victoire qu'ils le peuvent, et ensuite la partie va être terminée et on va passer à un décompte final. Le décompte est fort simple. On va prendre le nombre de cristaux verts qu'on a accumulés pendant la partie et on va additionner tous les cristaux bleus qu'on possède. Fait que le nombre de cristaux verts, c'est des ressources physiques, on va les compter. Les cristaux bleus, c'est qu'on va aller regarder dans notre deck. Chaque carte qui a un ou des cristaux bleus va valoir ce nombre de points. Sur notre plateau personnel, vous vous demandiez peut-être pourquoi diable voudrais-je me débarrasser de mes écussons? Ben parce que rendu à un certain point, ils vont révéler des cristaux bleus. Donc plus je révèle l'écusson, plus je vais avoir de points de victoire pour ma piste en fin de partie. Et on se rappelle que les joueurs vont avoir raconté des légendes pendant la partie. Donc, chaque légende qui est activée va donner un objectif à tous les joueurs. Je le précise, très important, c'est pas seulement le joueur qui a activé la légende, c'est tous les joueurs. Donc, si un joueur a placé un jeton là-dessus, c'est dit pour chaque boss que chaque joueur a dans son deck, chaque joueur fait un point de victoire par boss qu'il a dans son deck. Donc, ça peut être 2, 3, 4, maximum 5, il y en a 5 dans le jeu. Et si jamais il y a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de ressources combinées entre les cristaux rouges, mauves et les pièces d'or qui va briser cette égalité et qui va remporter la partie et être le barde en chef dans Bardwood Grove. Alors voilà, c'était les règles de Bardwood Grove. Donc maintenant, si je passe au niveau de la critique, je commence par les composantes. C'est un jeu que j'aime beaucoup, les composantes. Tu auras peut-être remarqué que j'ai certaines des composantes qui sont dans une version deluxifiée. Fait que ça, normalement, au lieu d'être des jetons de bois, ce sont des jetons de carton. Même chose pour les cristaux rouges et verts. Ce sont des petits jetons de carton. Dans la version de base, je n'ai plus les jetons, je m'en excuse. Je te les aurais montrés. Sinon, et même chose pour les sous, tu t'en douteras vraiment, ce n'est pas des sous métalliques, ce sont des sous de carton. Mais si je ne me trompe pas, c'est les seules composantes de luxe que j'ai. Pour le plateau personnel aussi, il n'y a rien qui est en carton. C'est tous des jetons que tu dois dépuncher. Fait que les notes, les 4, les 8 disques, puis tes écussons dans le bas du plateau. Mais sinon, le plateau lui-même, le plateau personnel, il est quand même à double épaisseur. Le plateau lui-même, c'est le même. Les cartes sont de super bonne qualité. Le graphisme, j'aime beaucoup. C'est Domico qui fait ce jeu-là. J'aime beaucoup le type de graphisme qu'il fait. C'est encore une fois un jeu qui a un visuel extrêmement charmant, extrêmement sympathique. L'iconographie, de façon générale, est claire. J'ai eu 2-3 icônes que j'ai eu de la difficulté à m'y retrouver. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ces 2-3 icônes-là n'étaient pas dans le livre d'instruction. Fait que la plupart du temps, les icônes, ça fonctionne bien, savoir ce qui se passe. Puis les icônes spécifiques que j'ai pas compris tout de suite, c'est des icônes qui étaient spécifiques à des pouvoirs de personnages. Fait que c'était pas des icônes qu'on retrouvait beaucoup sur la carte. Mais sinon, iconographie très claire, dessin très charmant, matériel très efficace, livre de règles fonctionne très bien pour apprendre le jeu, il est bien écrit, il est bien fait. Mais il y a 2-3 petites choses qui manquent, j'ai trouvé dans le livre de règles au niveau de la précision. Entre autres, certains icônes de pouvoir
spéciaux. Autre chose quand même à signaler au niveau des composantes, c'est que le jeu vient avec des petites boîtes comme celle-ci et on te suggère de jouer à un certain rythme au jeu pour que tu puisses tranquillement débloquer des composantes supplémentaires. Fait que tu as un mode où tu peux tout débloquer après 2 parties, tu as un mode où tu peux débloquer, je pense, après 4 parties, puis tu as un mode à 8 parties. Moi, j'ai fait celui à 8 parties. Donc, on te suggère après 2 parties de faire 2 parties avec des événements spécifiquement du printemps, puis ensuite tu peux ouvrir la boîte printemps et ajouter toutes les composantes de la boîte printemps au jeu. Là, je les ai remis dans la boîte pour ne pas rien te divulgacher en termes de matériel. Mais sache que dans le fond, dans chaque boîte, tu vas avoir des règles, des nouvelles règles, tu vas avoir des nouvelles composantes, des nouveaux types de cristaux par exemple, tu vas avoir les autres écussons. Je t'ai dit dans la mise en place que tu avais 6 écussons à placer dans le haut du plateau, les espèces de pentagones comme ceci. Au début, tu en as juste 4, mais tu vas éventuellement gagner les autres au fur et à mesure que tu vas débloquer le reste des composantes. Tu débloques littéralement de nouveaux bardes, donc de nouveaux decks. Tu débloques des nouvelles cartes pour le marché, des nouvelles cartes tempo, des nouvelles cartes monstres, des nouvelles cartes compétences, des nouveaux fans. Fait que tu débloques de tout ce qui existe déjà dans le jeu. Puis ça va t'amener quand même pas mal de rejouabilité. Puis une fois que tu as débloqué le printemps, ben, tu peux aller débloquer le matériel qui est associé à l'été, à l'automne, à l'hiver, et tu as même une composante de plus à la fin pour une espèce de des compos. Tu as une autre petite boîte spéciale que tu peux débloquer à la fin qui va t'amener d'autres types de cartes particulières, des fées, je pense qu'ils les appellent. Fait que tu vas avoir encore plus de matériel que tu vas pouvoir rajouter. Ça te rajoute également des nouveaux objectifs de fin de partie, fait que des nouvelles cartes légendes. Fait que ça t'ajoute quand même pas mal de matériel à ceci. Finalement, mécaniquement, ce que j'ai aimé, Bardwood Grove, ben là, je t'ai déjà dit que j'étais en train de faire pas que j'étais en train, mais que j'avais fait la version pour débloquer en 8 parties. Ça veut dire que j'ai joué quand même pas si mal. J'ai joué quelques parties solo, j'ai joué surtout à 2 puis à 3, puis j'ai joué une fois à 4, puis j'ai animé une partie à 4. Donc, est-ce que je l'aime ou je l'aime quand même? Ben, en fait, je l'aime quand même beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je peux enlever le quand même. Je l'aime vraiment beaucoup. J'étais pas sûr après ma première partie parce que la mécanique du champ est comme pas naturelle. Ta phase principale, tu la déclenches pas à tous les tours de jeu. Puis ça cause un rythme qui est un peu particulier dans le jeu. Parce que si moi, je joue mon tour de jeu puis je déclenche pas ma phase de champ, je fais juste ma phase de préparation, de composition, puis ensuite ma phase de pause, ben ça veut dire que je défausse une carte, j'avance mon cadran de 2 tours, que je vais déplacer mon barde un petit peu plus loin dans la partie, ça va me donner un petit bonus parce que j'ai débloqué les 4 petits bonus qui sont autour de mon plateau. Fait que je fais un sou, un cristal mauve, puis ensuite ben, je défausse mes cartes, puis j'en repige 2 nouvelles. Puis j'ai placé une carte dans mon champ, puis mon tour est fini. Fait que le tour est super rapide. Ce qui est le fun en début de partie, mais là ça se peut que toi, ton tour, tu déclenches ta phase de champ, puis là ton tour va être long, parce que là tu vas interagir avec les 4 lieux autour de toi, tu vas calculer tes ressources. En fin de partie, on est capable de faire des 10, des 12, des fois encore plus de mélodies et ou de paroles selon ce qu'on va avoir acheté puis débloqué pendant la partie. Fait que ça cause un rythme qui est un peu particulier. 2 tours rapides, un tour un peu plus long. Entre-temps, toi, tu as un tour long, un tour rapide, un tour long. Fait que le rythme il est spécial. Il faut suivre ce qui se passe pour être certain qu'on manque rien. Mais, mis à part ce petit accro-là, j'aime pas mal tout le reste. C'est un deck building. C'est un deck building super simple. Tu as juste 2 cartes à gérer à ton tour de jeu. C'est un jeu qui va exploser beaucoup. Tu auras compris que c'est une salade de points. Fait que c'est un jeu qui va vraiment exploser. Tu vas essayer de créer des combos à l'intérieur de ton deck pour être efficace, pour aller chercher les monstres, par exemple, ou pour acheter davantage de cartes, ou pour avoir plein de fans, organiser des shows, préparer des légendes, pour déclencher différents bonus de fin de partie. Fait que tu peux faire plein d'affaires différentes. Au fur et à mesure que tu débloques du contenu, ça rajoute une belle variété. Tu as quand même, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 autres types de cristaux, à part les mauves et les rouges, que tu finis par aller débloquer, qui t'apportent différents bonus qui sont vraiment super le fun. Les bardes fonctionnent très différemment les uns des autres. La structure mécanique de chaque barde est la même, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes règles, mais ton deck de cartes est différent des autres et ton pouvoir d'instrument est différent des autres. Ce qui fait que tu vas avoir une façon de jouer puis un objectif qui est complètement différent des autres. Tu te doutes que le troll, lui, aime bien ça, défier les autres joueurs. Fait qu'il va venir leur jouer de la guitare électrique d'en face pour aller chercher leurs écussons plus rapidement. La chanteuse, elle va débloquer ses petits bonus autour de son plateau plus rapidement. Il y en a un, je pense que c'est celui qui fait du tambour, qui transforme les paroles en mélodie parce qu'il joue du tambour, fait qu'il n'y a pas de paroles. Ainsi de suite. Fait qu'il va y avoir plein de variété dans la façon dont les personnages vont se jouer sur le plateau. Et en plus, à chaque fois que tu ouvres une boîte, tu débloques un nouveau barde. Fait que donc plus de variété, plus de choix. C'est très intéressant. Les événements, ils amènent des petites touches intéressantes.
Et ultimement, le jeu se comprend quand même assez facilement. Fait que une fois que tu déclenches ta phase champ, tu as plein de ressources, tu dépenses les ressources pour interagir avec les lieux autour de toi, puis tu essaies de maximiser ce que tu essaies de faire en créant un bon deck de cartes. J'aime beaucoup le fait que tu as juste un type de carte qui reste dans ton deck en tant que tel, les cartes compétences. Il n'y a pas de façon de détruire des cartes, en tout cas pas au début du jeu. Fait que tu gardes ce que tu as. Puis tes cartes tempo, tes cartes fan puis tes cartes monstres ne rentrent pas dans ton deck jamais. Fait que quand t'es piges, tu gagnes un bonus puis t'es mets de côté. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ça fait que le jeu reste toujours épureux. Tu te ramasses pas avec une espèce de gros deck que tes bonnes cartes finissent par pas passer. T'es content quand ta bonne carte elle sort, tu gagnes un bonus. Ton super fan te donne 2 pièces d'or, tu le défausses. Fait que c'est des bonus instantanés. Ou tes cartes tempo, ça vient booster tes chansons sans que tu aies besoin de leur consacrer d'action. Fait que c'est super intéressant. Fait qu'il y a plein de belles choses à l'intérieur de ce jeu. Là. Je te dirais par contre que les parties à 4 que j'ai vues, je n'ai vu 2 à date, une que j'ai jouée puis une que j'ai animée, ils ont été très longues, là, au-delà de 2 heures. Tandis qu'à 2, étant donné que le rythme est super rapide, les 2 dernières fois que j'ai joué, c'est des parties de moins d'1 heure à 2 joueurs, des 2 joueurs qui savaient comment jouer puis qui savaient ce qu'ils faisaient. Fait que ça peut être un jeu à 2 puis à 3, quand même une super belle durée aussi. Fait que moi, ça a été un de mes beaux coups de cœur récemment. Fait que Bardwood Grove, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était ce jeu. Moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Si jamais tu as des questions ou commentaires, laisse-moi ça dans le bas de la page. Ça va me faire plaisir d'y répondre quand j'aurai une seconde. Avant de te souhaiter une bonne fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre page Facebook. Venez nous visiter sur Facebook, Instagram. Peut-être nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel qui, on espère, être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.